remercier Industrie Magazine pour son existence, déjà parce qu'on a une perspective marocaine sur l'industrie marocaine, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait des magazines francophones, que je ne vais pas citer, qui faisaient l'opinion au Maroc. Vous savez, c'est ce syndrome LCI. Les patrons marocains regardent LCI, puis après ils dépriment, ils disent ça n'a rien à voir. Donc c'est très important d'avoir une perspective marocaine sur l'industrie marocaine, premier point. Deuxième point, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'enquête que vous avez initiée. Je n'ai pas encore vu l'enquête elle-même. Moi, je vais commencer par une citation de Socrate, « Connais-toi toi-même ». C'est très important de faire ces enquêtes pour se connaître. C'est très important de parler de digitalisation et d'industrie 4.0 parce que c'est une révolution qui est basée sur la data. Qu'est-ce que c'est que la data sinon la connaissance de soi-même? Quand vous êtes un industriel, ça fait 30 ans que vous fabriquez des bonbons avec une machine. Vous n'avez jamais récolté d'informations pour savoir quelle était la température de telle partie de la machine à tel moment de la journée, quelle était la pression subie par tel boulon dans tel endroit de la machine, quelle était... Tout ça, ce sont le taux d'humidité. Il y a un certain nombre d'informations qu'il faut commencer à récolter avec des capteurs tout simples pour se connaître soi-même et pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est l'orientation générale de la digitalisation. Je vais commencer déjà mon propos en évacuant 2 ou 3 questions qui, à mon avis, polluent le débat sur l'industrie 4.0. La première question, elle est évidente, il faut qu'on se la pose tous ici. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un exercice? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Pourquoi on va parler d'industrie 4.0 avant d'avoir une culture industrielle? Pourquoi est-ce qu'on va parler de digitalisation futuriste avant de devenir un pays émergent industriel premier second? Est-ce qu'on n'est pas en train juste de délirer? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question qu'il faut se poser, et c'est une question qui est soulevée souvent quand à la rencontre des étudiants ou des industriels ou des investisseurs, c'est l'impact de la digitalisation sur les créations d'emplois. Vous connaissez ce débat. Il y a une forme d'anxiété généralisée sur, attention, on va tout robotiser, on va tout automatiser. Donc ça, c'est une deuxième question qu'il ne faut pas évacuer. On va la traiter rapidement, comme ça on passera au vrai problème du Maroc en termes de digital. La troisième question, et ça c'est plus un enjeu, c'est la montée en compétences et pour résumer le capital humain, les ressources humaines en matière de digital et en particulier d'industrie 4.0. Ça on peut en parler, on a déjà un problème de gestion de la qualité, etc. On a déjà des marges de progression sur des secteurs qui sont déjà traditionnels. C'est pas pour en plus rajouter la question de la digitalisation et d'avoir des vrais data scientists, des vrais ingénieurs, des gens formés, etc. Donc, je vais d'abord traiter ces 3 questions, et ensuite on passera au vrai problème. La première question sur la culture industrielle. Je crois qu'il se passe une chose quand vous avez un débat entre les experts, et que ce débat entre les experts qui n'est pas tranché, il descend au niveau médiatique sans filtre. Et en général, c'est ce qui se passe sur la question de la culture industrielle, parce que les économistes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Ils sont en train de se battre pour savoir est-ce que les nouvelles technologies ont un biais en faveur des compétences ou pas. Quand je dis biais en faveur des compétences, est-ce que les nouvelles technologies de digitalisation, elles favorisent les gens diplômés, compétents, formés, etc. Ou est-ce qu'elles ont un impact symétrique sur tout le monde, formé, pas formé, etc. La thèse dominante aujourd'hui dans les médias, c'est attention, c'est un biais en faveur des compétences, les gens pas formés vont être rejetés en dehors du système, il va se passer plein de choses. Alors je voudrais donner 3 exemples pour montrer que 1, ce débat n'est pas tranché sur le biais en faveur des compétences, et que 2, au contraire, il y a peut-être des opportunités, et c'est à nous, avec une perspective marocaine, proprement marocaine, sud-nord, de faire remonter ces opportunités. Le premier exemple, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, vous savez que c'est le principe de prendre des lunettes connectées, vous mettez ces lunettes, et ces lunettes reconnaissent l'environnement dans lequel vous êtes, et elle plaque sur votre champ visuel, elle plaque une couche de data, une couche numérique par-dessus votre champ visuel. Donc par exemple là, si je portais des lunettes connectées, je verrai au-dessus de chacun de vous votre profil LinkedIn ou Facebook qui flotterait au-dessus de votre tête, par exemple. Alors ça, il y a une chose très importante, c'est que ça va permettre, vous savez que les ouvriers spécialisés occidentaux
typiquement un ouvrier spécialisé californien dans l'industrie, il est payé très cher. Hein. C'est un ouvrier, mais il est payé très cher. Il est payé très cher parce qu'il a un savoir non codé. Lui seul sait faire marcher les machines, lui seul connaît par cœur le manuel d'utilisation, il connaît la maintenance, il connaît... Et ça, ce sont des choses qu'il n'enseigne pas forcément, qu'on ne trouve pas dans les livres. Donc son patron est obligé de le payer sérieusement. Parce qu'il veut le garder, il veut garder ce savoir non codé sur son entreprise. Aujourd'hui, cette technologie de la réalité augmentée va faire sauter ce monopole de l'ouvrier spécialisé occidental. Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir, si on met les procédures et les manuels d'utilisation des machines sous forme d'iconographie réalité augmentée, le premier jour, vous prenez un ouvrier non spécialisé, non formé, marocain, vous le prenez, le premier jour, vous le jetez devant la machine, vous lui mettez les lunettes, il peut même ne pas savoir lire et écrire. Vous le mettez devant la machine avec les lunettes, et dans son champ visuel, il va voir défiler les instructions. Attention, tu lèves ce levier jusque-là, attention, cette jauge, il ne faut pas qu'elle dépasse 40, attention, tu appuies sur ce bouton, ensuite tu vas appeler un tel pour lui demander ce qu'il pense que... Et il a toutes les instructions qui défilent devant lui dans son champ visuel. Il peut même les avoir qui défilent de manière audio. Donc ce monopole qu'avait l'ouvrier spécialisé occidental sur la connaissance non codée, il va être cassé par ce type de technologie, à condition qu'au Maroc, on fasse nos devoirs. C'est-à-dire qu'on mette en place les mécanismes qui vont permettre de traduire les manuels de maintenance, les manuels de procédure, etc., qu'on les traduise sous forme de réalité augmentée. Donc ça, quand vous avez un débat dans la presse qui dit « Ah oui, les nouvelles technologies elles ont un biais en faveur des compétences », on ne voit pas ce type d'utilisation. Et il ne faut pas s'attendre que ce soit l'État de Californie qui fasse émerger cet usage. C'est un État comme le Maroc qui va faire émerger l'usage. Donc ça, le premier exemple. Deuxième exemple, l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est pas une révolution c'est pas un truc d'informaticien. L'intelligence artificielle, c'est un truc de mathématiciens. Ce sont des mathématiciens qui ont piraté l'informatique. Ce sont des mathématiciens qui ont automatisé l'automatisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un matheux arrive, il crée un modèle mathématique, et ensuite il vous dit où sont vos données, où sont vos datas. Vous lui donnez vos bases de données, de préférence les plus étendues possibles, et il fait tourner ses modèles sur la base de données, et à la fin, il arrive, il vous dit, voilà, pour que telle machine, quand la température du boulon 40 dépasse 35 degrés, eh ben, il y a 80% de chances qu'elle tombe en panne dans les 48 heures. Par exemple, ça c'est pour la maintenance prédictive. Ou là, il vous donne des facteurs objectifs en vous disant, voilà les zones de confort où il faut être pour améliorer votre productivité, pour baisser les pannes, etc. Le problème, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces bases de données, comme elles sont très attendues, une fois que vous allez les remettre à ce mathématicien pour qu'il vous fasse tourner vos données, vous ne pouvez pas lui remettre des bases de données non qualifiées juste comme ça en vrac. Vous êtes obligé de qualifier ces bases de données, de mettre des étiquettes sur les données. Vous savez, sur Internet, quand vous remplissez un CAPTCHA, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, quand on vous donne une image, on vous dit oui, cliquez sur les carreaux où il y a une image de voiture ou là où il y a une image de panneau de signalisation. Ben, c'est ce travail-là d'étiquetage des données que l'intelligence artificielle ne peut pas faire elle-même. Donc il y a cette intervention humaine, cette couche humaine qui est nouvelle. C'est un métier nouveau d'étiqueter des bases de données comme ça. C'est un métier pas très, je dirais pas à très haute valeur ajoutée, parce qu'il suffit juste d'être humain et de commencer à étiqueter. Mais ça, voilà un exemple de nouveau métier dont on parle jamais. On vous dit oui, l'IA va remplacer tout le monde, c'est foutu, et on ne vous parle pas des métiers qui vont être créés à côté. Ça, c'était le deuxième exemple. Le troisième exemple, je l'ai mentionné au début de mon intervention, c'est on imagine que c'est quelque chose qui va profiter essentiellement aux pays développés, l'industrie 4.0. Et c'est vrai, on a des indicateurs aujourd'hui. Par exemple, les études McKinsey prédisent que 80% des achats de robots dans le monde d'ici à 2035 vont être réalisés par 5 pays. Allemagne, Corée du Sud, Japon, Chine, etc. Donc on s'imagine, on se dit oui, donc le reste du monde va être complètement largué, etc. Le problème, c'est qu'on ne voit toujours pas un autre biais médiatique, c'est de dire, aujourd'hui, pour passer à l'industrie 4.0, et ça je pense que la plupart ici le savent, mais il faut que vous soyez les évangélisateurs, que vous portiez cette parole en dehors de cette salle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir dans des nouvelles machines. Vous pouvez récupérer vos vieilles machines qui ont 30 ans d'âge et investir 50 000 dirhams dans des capteurs thermiques, capteurs de pression, capteurs d'humidité, capteurs, etc. Et vous achetez juste les capteurs et vous le placez sur votre vieille machine. Très vieille machine, déjà amortie, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des très grands investissements.
Une fois que vous avez placé ces capteurs, vous devenez socratique. Vous vous connaissez vous-même. Au bout de 6 mois, 1 an, vous avez une base de données et vous prenez la base de données et vous l'envoyez à une start-up marocaine ou un data scientist quelque part, un matheux. En général, il faut juste que ce soit un matheux. Il n'est pas obligé d'avoir appris un langage mathématique, il n'est pas obligé d'être un programmateur, ni informaticien, ni rien du tout. Ça peut très bien être vous prenez n'importe quel polytechnicien qui s'est fait virer de sa salle de marché à Londres ou à New York, et vous le ramenez, bon, peut-être qu'il aura besoin d'une formation de 4 mois, ou même juste 4 mois d'entraînement tout seul dans une salle, bien motivé, et vous lui donnez la base de données, et vous lui dites, allez-y, on y va, allez, je veux gagner 30% sur ma marge d'ici l'année prochaine, on fait le travail. Donc ça, c'était pour la première question sur les menaces sur les emplois et la culture industrielle. Vous savez qu'au Maroc, on a un avantage. Alors, je vais le dire autrement. Pourquoi les Allemands, les Japonais, etc. sont premiers sur la robotisation? J'ai dit tout à l'heure, 80% des robots d'ici 2035 seront achetés par ces pays-là. Quel est le point commun de ces pays? C'est le vieillissement de la population. C'est des gens qui ont un problème, ils veulent financer leur système de retraite, et donc, après, ils ont le choix qu'entre des réfugiés syriens qui vont intégrer le marché du travail, ou alors la robotisation, j'en ai parlé hier avec les Portugais. La robotisation, l'Union européenne est en train de penser à faire payer des cotisations sociales aux robots. Donc c'est pour montrer le problème de main-d'œuvre qu'ils ont. Au Maroc, on a l'inverse, on a une population jeune. On a une population jeune, et par exemple, il y a des indicateurs comme le taux d'engagement des Marocains sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, est très au-dessus, je crois que c'est 15 points au-dessus de la moyenne mondiale. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas simplement dire que les Marocains perdent plus de temps sur les réseaux sociaux, et qu'ils sont jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas du tout. Ça veut dire qu'ils sont ils sont digital native, c'est-à-dire qu'ils sont sur le digital, sur les outils digitaux toute la journée, au moins 2 heures par jour. Je vous rappelle que je crois que le taux, c'est 45% des Marocains dans le monde rural qui ont un smartphone. C'est énorme. Donc ce Marocain qui a un smartphone, qui a qui pour nous, à Casa, on imagine, on se dit, bah, ce gars-là, il est complètement en dehors du système, il n'a rien à voir. Bah, ce gars-là, tout ce qu'il fait sur WhatsApp toute la journée, il est sur WhatsApp toute la journée. Quand il va arriver à l'usine et que vous allez lui dire, voilà, on a mis en place des outils digitaux et voilà la réalité augmentée, voilà, tu mets ces lunettes, tu suis ce truc-là, tu vas avoir des instructions et tout ça, il va être dans son élément. Ce qui n'est pas le cas de l'ouvrier allemand qui est à 67 ans parce que l'âge de la retraite est repoussé à 67 ans. Il a 67 ans, vous lui dites bonjour, aujourd'hui on va mettre des lunettes connectées. Ça ne va pas fonctionner. Donc ça c'était le 3e point. Sur les ressources humaines, on part avec un avantage. C'est 1, la population qui est digital native massivement. 2, l'idée qu'on a cette profondeur stratégique qui est l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est le même principe quand vous dites oui, Casablanca doit devenir une capitale du shopping pour les Africains de l'Ouest, parce qu'ils n'ont pas de visa pour aller à Paris, donc ils vont venir à Casa sans visa, ils vont faire le shopping de Casa. C'est la même idée. C'est-à-dire, au lieu d'aller travailler dans une entreprise IT aux États-Unis, au Canada, en France, ils pourront venir au Maroc. Même qu'au Maroc, ils seront beaucoup mieux accompagnés, quand on aura créé ce hub africain au Maroc digital, ils seront accompagnés pour créer leur entreprise, ils seront accompagnés pour faire leur doctorat de recherche, transformer leur doctorat de recherche en projet d'entreprise, et puis ensuite en premier bon de commande, etc. Donc on a un bassin, si vous voulez, d'emploi et de ressources et de capital humain, qu'il il faut pas le voir simplement au Maroc, il faut s'imaginer que c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest. La deuxième chose, c'est que sur les ressources humaines, dans le monde du digital et de l'industrie 4.0, c'est plus votre diplôme ou votre expérience passée qui compte. Vous savez que vous connaissez l'exemple de l'école 42 à Paris. C'est que la sélection à l'entrée de l'école 42 se fait sur la motivation. Et surtout pas sur vos diplômes ou votre expérience, ou est-ce que vous êtes plutôt enclin à entrer dans ce métier, non. C'est uniquement sur la motivation. Et nous, la motivation, on en a à revendre. Alors, maintenant on va arriver au vrai problème. Le vrai problème de l'industrie 4.0 au Maroc, c'est, numéro 1, la sensibilisation. Alors je sais que ce n'est pas un problème dans cette salle, parce que si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que vous avez bien compris ce qui se passe. Mais en dehors de cette salle, il y a beaucoup de monde qui ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, qui reste coincé sur les 3 problèmes que j'ai dit au début. Non, c'est un problème de riches futuristes, il faudra déjà qu'on ait une industrie pour faire l'industrie 4.0. Non, on n'a pas assez de ressources humaines pour le faire. Et non, ça va détruire des emplois, donc on ne va pas le faire. Sur cet exemple des destructions d'emplois, j'étais avec mon Philippe en Chine, il y a 2 mois, il me semble.
on parlait à un investisseur qui nous présentait un modèle pour créer une usine au Maroc, pour créer je ne vais pas dire quoi, mais en gros, c'est des produits en acier très technologiques, très compliqués, etc. Et il veut en faire 8 millions, je crois, au Maroc, 8 millions d'unités. Et il nous montre un exemple d'usine qu'il a déjà à Shenzhen, en Chine. Et c'est une usine qui produit 12 millions d'unités et qui fait travailler 15 personnes. C'est une usine énorme. C'est comme un stade de foot. C'est énorme. Et il y a 15 personnes qui font tourner toute l'usine. Et on lui dit comment vous allez investir au Maroc, vous allez employer 20 personnes au Maroc. Et le gars commence à nous expliquer que précisément il nous montre cet exemple pour nous dire que non, et que son investissement au Maroc, il voudrait employer 250 personnes, c'est-à-dire 10 fois plus que dans l'usine de Shenzhen, parce que dans l'usine de Shenzhen, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que ça tue l'innovation de retirer les humains dans l'usine. Une machine, aussi intelligente soit-elle, qu'elle ait même accès à Wikipédia sur Internet et qu'elle ait toutes les données de tout le secteur depuis 30 000 ans, aussi intelligente soit-elle, elle réfléchit à l'intérieur de sa boîte. Aussi sophistiquée soit cette boîte, aussi grande soit cette boîte, aussi belle et qui laisse rentrer la lumière sur cette boîte, elle réfléchit dans sa boîte. Et donc il n'y a pas avec le grain dans la machine qui fait qu'à un moment donné, soit on fait une erreur, il y a un bug, et ce bug nous ouvre une nouvelle perspective sur un nouvel usage, une nouvelle méthode de production. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inventions qui sont consécutives à des erreurs. Comme les machines ne font pas d'erreurs, il faut que vous ayez ce petit grain de sable dans l'usine qui vous fasse dérailler de temps en temps pour que vous posiez des questions que vous n'étiez pas posées au départ. Donc le gars nous dit non, moi l'usine au Maroc, en fait je vais changer de modèle, je vais employer 250 personnes parce qu'il faut un peu, on a bien étudié le problème, mais on a besoin d'avoir des humains à l'intérieur parce qu'on va les former, les augmenter en compétences, etc. Donc c'est pour vous dire que cette tendance à la destruction d'emplois, etc., c'est largement, je vais utiliser un mot un peu vilain, c'est largement une boursouflure médiatique, c'est-à-dire que c'est vraiment une bulle, mais on va en venir à bout. Il y a un précédent dans l'histoire, les plus vieux vont s'en souvenir. Vous vous souvenez, en décembre 1999, on nous a dit le bug de l'an 2000, tout va exploser. Demain, c'est la fin du monde, tous les ordi vont s'arrêter, etc. Bon, c'était pour nous vendre des missions de consulting en IT, etc. Mais bon, il y avait une part de vrai aussi, hein. Je ne dis pas que c'était complètement du mensonge. Je crois qu'on est un peu dans la même bulle d'anxiété aujourd'hui par rapport aux créations d'emplois, etc. Donc il faut raison garder. Je ne dis pas qu'on va créer plus d'emplois ni moins, je dis il y a un débat entre les experts, il faut que ça reste un débat entre les experts, et c'est à nous, les pouvoirs publics, de mettre en place des politiques publiques qui vont cultiver les atouts qu'on a déjà. Donc le premier problème, la sensibilisation, et je crois que c'est très important, l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui est très important, il faut que vous sortiez d'ici, que vous alliez en parler autour de vous. Le deuxième problème qui a un lien avec la sensibilisation, c'est quand vous avez un patron de PMI au Maroc, vous lui dites il y a une nouvelle méthode de production, il y a une nouvelle méthode de management de la ligne de production, il faut y aller. D'abord, le gars, il ne veut pas être le premier à faire ça dans son secteur. Parce qu'il se dit, je vais essuyer les plâtres, je ne veux pas être le premier. Comme vous savez, les Marocains sont un peu conformistes, c'est très difficile de pousser le premier à bouger. Mais il a des raisons, il n'est pas stupide, hein, il a des bonnes raisons. C'est parce que quand vous voulez changer votre ligne de production, évidemment, il faut que la ligne de production s'arrête. Il faut bien l'arrêter à un moment donné pour la changer et la mettre en place. Donc il n'a pas envie d'arrêter sa ligne de production, ça lui coûte plus cher que l'investissement. Il y a l'investissement plus le coût de la transition et de la mise en place. Donc ça, c'est les choses que les gens n'imaginent pas. Il faut apporter des solutions concrètes et on va en parler après sur ce qu'on va faire avec l'idée. L'autre problème, l'autre vrai défi, donc j'ai dit 1, sensibilisation. 2, il y a des défis qui sont sérieux et qu'il va falloir commencer à adresser. Par exemple, l'impact de ces technologies sur les écosystèmes industriels au Maroc. Aujourd'hui, par exemple, dans l'automobile, vous avez des écosystèmes qui sont construits sur le modèle d'une tête d'écosystème qui a des fournisseurs de rang 1, rang 2, rang 3, et puis on aide tout le monde et on fait travailler tout le monde main dans la main. Mais le jour où vous avez la fabrication additive, c'est-à-dire la fabrication 3D, la tête d'écosystème, il n'a plus besoin forcément de fournisseurs. Le fournisseur qui lui fabriquait son rétroviseur, par exemple, il achetait le rétroviseur extérieur, il le mettait sur ça. Ben, il peut peut-être imprimer le rétroviseur dans son usine même. Donc ça change, si vous voulez, c'est un nouvel animal de la jungle, et ça change la chaîne alimentaire. C'est plus ceux qui vous
bouffer les gros, bouffe les moyens bouffent les petits. Et maintenant, vous avez le gros peut bouffer tout le monde. Donc il est tout seul, c'est juste un lion dans la jungle, il est tout seul. Il a sa machine à fabriquer, il est tout seul. Donc ça, ça c'est un vrai défi pour le Maroc. Il faut qu'on commence à intégrer ce facteur de l'industrie 4.0 et de la digitalisation dans les relations entre les fournisseurs de rang 1, rang 2, rang 3, et ça c'est un vrai défi. Vous savez qu'au Maroc, on a avec Thales la première usine d'impression 3D de Thales au monde. Donc on a déjà commencé, c'est intéressant d'avoir ce cas d'étude-là pour comprendre quels sont les usages et comment se modifient les relations entre les différentes entreprises et les fournisseurs. Donc ça c'est un vrai sujet sur lequel on travaille déjà, notamment dans le cadre de... Vous savez, vous avez deux défis parallèles, vous avez ce problème de l'impression 3D et vous avez le véhicule électrique dans l'automobile. Vous savez que dans un véhicule électrique, il y a beaucoup moins, moitié moins je crois, de pièces que dans un véhicule traditionnel à l'essence. Donc du coup, si vous avez moins de pièces, vous avez moins de fournisseurs. Donc c'est des écosystèmes peut-être plus fins, différents, peut-être plus horizontaux, etc. Donc ça, il y a une réflexion qui est en cours et on va adresser ce problème. Ça, c'est les vrais problèmes de l'industrie 4.0. C'est pas ça va détruire des emplois ou ça coûte trop cher. Troisième problème. Ce matin, Moulay Hafid au ministère à Rabat reçoit la joint venture entre l'OCP et IBM. Vous avez entendu parler de ce projet. L'OCP monte une joint venture avec IBM pour la digitalisation de tous les process de l'OCP, les process industriels. Ça c'est important, ça c'est un résultat important. Il prévoit de faire un chiffre d'affaires de 500 millions de dirhams à l'horizon 2020. 500 millions de dirhams, c'est beaucoup d'argent. Alors j'en viens au problème. Le problème, c'est qu'il faut que les petits soient associés à ces gros projets. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une politique publique d'accompagnement des TPE, PME, start-up, etc., pour qu'elles aient leur part du gâteau de ces 500 millions de dirhams d'ici 2020 dans le cas de l'OCP, mais ça peut être dans d'autres cas. Je parle de Thales et de l'aéronautique, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ce problème se pose. C'est qu'on a des champions nationaux qui partent très loin et très vite, et qui, c'est pas le problème de toutes les manières, mais il faut que nous, on mette en place les systèmes pour qu'il y ait des petits derrière qui fassent du ski nautique derrière, qui s'accrochent et qui prennent quelques vagues. C'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? C'est nécessaire pour les petits parce que c'est pour les faire vivre, mais c'est nécessaire aussi pour les gros, pour introduire de l'innovation. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'avoir une équipe de 200 développeurs qui sont très bien payés et qui travaillent en vase clos. C'est terrible. Il faut toujours qu'il y ait, comme je disais, le grain de sable tout à l'heure, toujours qu'il y ait une petite start-up, une petite PME qui a une solution un peu innovante à laquelle personne n'a pensé. Et il faut qu'elle soit à bord, il faut qu'elle introduise cette innovation-là dans le système. Donc c'est l'intérêt des gros et c'est l'intérêt des petits. Et là-dessus, on va parler de l'ADD, mais l'ADD aura un rôle là-dessus pour essayer de matcher les petits et les gros dans ces projets de transformation digitale. Le quatrième problème sérieux, et à mon avis c'est le dernier, il y en a beaucoup, mais à mon avis celui-là il mérite qu'on s'y attarde, c'est le problème de la souveraineté technologique. Vous savez que le nerf de la guerre dans le digital, c'est la data. D'accord ? Donc maintenant, on va faire un point. Où est-ce qu'elle est la data marocaine ? Elle est où ? Elle est stockée où ? Qui dispose de la data marocaine ? Serveur international. Elle est à l'international. Deux, je vous donne un exemple. Moi, c'est un cas qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, mais ça n'a rien à voir avec le 4.0, mais on le partage quand même. Darija. Darija, c'est une langue comme une autre. Hein. Quand on va arriver et dire, OK, alors maintenant il faut que l'IA elle parle Darija, parce que vous savez, ils vont vendre, IBM, Amazon, ils vont vendre des espèces de petits haut-parleurs que les ménages sont censés poser dans leur salon, et l'IA s'adresse à l'utilisateur de façon conversationnelle, dans sa langue natale. Elle lui parle, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Elle lui dit, aujourd'hui, c'est Ramadan, je veux faire un peu de parler, elle va me chercher une recette. Il va chercher une recette, il lui revient, il lui dit, est-ce que tu veux partager la recette avec tes amis sur Twitter? Il y a une conversation qui s'engage entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle. Donc la langue est très importante. Évidemment, les gens d'IBM ou d'Amazon, ils vont créer l'IA, le moteur d'IA en arabe classique, et donc ça va parler à, une bêtise, ça va parler à une portion des Marocains, mais pas à tous les autres, pour pas dire le chiffre. Donc il faut que l'IA apprenne Darija. Très bien. Maintenant, comment on va faire pour apprendre à l'IA Darija? Il faut qu'on lui donne une base de données. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un modèle mathématique, il faut une base de données derrière, il faut lui donner la base. Finalement, la base de données.
Si on prend la somme de toutes les séries télé qui ont été doublées en Derija par 2M, RTM et tous les autres, ça ne fera pas une base de données suffisante pour que l'IA apprenne Derija. Ça ne sera pas suffisant. Donc, si on rajoute par-dessus tous les diwan et tous les recueils de poèmes qui ont été écrits en Derija, et le Melhouan et tout le corpus écrit en Derija dont on dispose, on le rajoute là-dedans, ça ne sera pas encore suffisant. Il faut des millions et des millions de données. Ce n'est pas suffisant d'avoir peu de données, 100 000 ou là. Donc on n'est pas. Où est-ce qu'il est le corpus de Derija? Quelqu'un a une idée dans la salle? WhatsApp. WhatsApp, Facebook. WhatsApp et Facebook. Aujourd'hui, si un extraterrestre arrive sur Terre et qui dit Pinelli Derija, montrez-moi, il va la trouver au fin fond d'un serveur en Ontario, là, je ne sais pas où, en Amérique du Nord, et il va lui dire ah, il y a Derija, elle est dans ce disque dur. C'est toutes les conversations en Derija que tous les 35 millions de Marocains ont eues depuis l'invention de WhatsApp. Alors, les Américains sont gentils, mais ils ne vont pas nous donner l'accès à... Donc, il faut qu'on développe nos moyens propres. Et ça, ce sont des sujets, c'est un rapport avec la protection des données personnelles. Quand vous dites, je veux que la protection des données personnelles, c'est-à-dire le cryptage des données sur WhatsApp, sur Facebook, soit réalisé end-to-end au Maroc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je veux que la donnée soit dispo au Maroc et qu'elle soit cryptée avant d'être envoyée pour être stockée à l'étranger. Et ça, donc, je reviens au problème fondamental de la souveraineté technologique, c'est que le Maroc n'entrera pas dans le XXIe siècle tant qu'on n'aura pas la souveraineté sur notre data. La data, c'est comme le pétrole, c'est comme le taux d'intégration dans l'aéronautique et l'automobile, c'est le nerf de la guerre. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on ait un outil. Alors, je dis outil volontairement parce qu'avant l'outil, il y a la stratégie Maroc Digital dont on a beaucoup parlé. Il y a toujours cette question de, oui, mais où est-ce qu'elle est cette stratégie Maroc Digital? On ne l'a pas vue, elle est où, comment, qui l'a lue? Le problème, c'est que la stratégie Maroc Digital et l'agence de développement du digital, c'est comme l'œuf et la poule. Dans le cas de la stratégie Maroc Digital, il y a marqué qu'il faut créer une agence de développement du digital, mais l'agence de développement du digital ne va pas travailler sans mettre en œuvre la feuille de route qui découle de la stratégie. Donc ça se mord la queue. Donc tant qu'on n'a pas commencé quelque part, c'est pour ça qu'il y avait cette espèce de flottement là depuis 1 à 2 ans. Les gens se disent, ouais, mais où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous dis où est-ce qu'on en est. On en est à... On a fait voter la loi pour la création de l'agence de développement du digital. On est en train, moi j'y consacre quasiment 30% de mon temps, de mettre en place les textes réglementaires qui vont permettre à cette agence de commencer. On est en train de préparer le conseil d'administration, le règlement de passation des marchés, le règlement de délégation des services publics, les statuts du personnel, l'organigramme, c'est tout un... Dans ces matières-là, le diable se cache dans les détails. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses, de bien tester les choses, de bien syndiquer avec les différents intervenants pour ne pas faire de bêtises. Parce que c'est les petites bêtises qui seront engageantes pour tout le reste de la vie de l'ADD. Donc la bonne nouvelle, c'est que, l'ADD, je pense qu'elle sera prête pour fonctionner, on va être large, on va dire, au premier semestre 2018. En matière de transformation digitale, elle va avoir un rôle très important sur le volet sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire en sorte, on a inscrit sur la feuille de route de l'ADD, l'idée de monter un démonstrateur d'industrie 4.0. Quand je dis démonstrateur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'expérience de INMA. INMA qui est un démonstrateur sur le lean manufacturing. Vous prenez une entreprise, vous la ramenez dans l'usine de démonstration de INMA, vous montrez quels sont les gains et les avantages potentiels de la méthode Lean, et ensuite vous leur mettez à disposition un petit bac à sable, un endroit où ils peuvent reproduire leur cas d'usage de leur usine dans cette usine de INMA, et ils font les tests, ils font les itérations, jusqu'à ce qu'ils arrivent à se dire, ok, cette tâche, on arrive à la faire avec telle technologie pour tel coût, 30% plus vite par exemple. Et donc une fois que le cas d'usage est prouvé dans l'usine de démonstration, on le ramène dans l'usine originale. Donc ça, je schématise beaucoup, mais c'est un peu ça le modèle. On veut faire la même chose avec l'industrie 4.0, c'est de dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'arrêter vos lignes de production pour vous mettre au 4.0, venez dans l'usine de démonstration, on va vous montrer les différents usages, la réalité augmentée, le cloud computing, le big data analysis, la virtualisation des process industriels, la réalité virtuelle, la robotisation, et j'en passe des meilleurs, l'IA, tout ce que vous voulez. Toutes les technologies seront en démonstration dans cette usine-là, et à côté de l'usine, il y aura ce qu'on appelle un bac à sable, c'est-à-dire un endroit pour jouer, pour commencer à tester les cas d'usage qu'on a, et repartir de là. On voudrait que cette usine de démonstration 4.0 soit surtout ciblée sur les PME.